Mon intervention consiste à vous présenter donc un outil qui s'inscrit parfaitement dans une logique préventive afin de conserver la maîtrise d'un milieu vivant qui est le vin, tout en raisonnant les intrants et les pratiques œnologiques. Donc Maxime Christen ce matin parlait d'outils d'aide à la décision. Donc là il s'agit de l'outil Breathless qui, comme son nom l'indique, permet de mieux appréhender et maîtriser les Brettanomyces afin d'anticiper les phénols volatiles. Donc tout d'abord, avant de commencer à présenter l'outil et la problématique Brett, pourquoi on parle de milieu vivant? Rappelons-nous que le devenir naturel du vin, c'est malheureusement le vinaigre. C'est une image qui paraît peut-être un peu extrême, mais qui montre bien que le vin est un milieu vivant instable, obtenu donc à la suite de plusieurs transformations physico-chimiques ou biologiques, au sein même de ce qu'on pourrait caractériser comme étant un écosystème complexe, que sont les micro-organismes. Et par rapport à ça, la notion d'équilibre donc entre les populations présentes, souhaitées, voire indésirables, est primordiale pour parvenir à la stabilité microbiologique du vin. Et dans un second temps, par respect d'un objectif produit initial, seule une bonne gestion, une bonne maîtrise des micro-organismes donc, permet d'éviter toute altération. Une altération qui peut provoquer une modification de votre produit, donc au niveau aromatique ou gustatif, et voire même conduire à une dépréciation qualitative, voire économique donc, du produit, et c'est forcément pas ce que l'on recherche. Donc concernant la problématique Brettanomyces, je pense que tout le monde a entendu parler de ces micro-organismes. Ce sont des levures d'altération qui sont naturellement présentes sur le raisin, et qui constituent dès le départ donc, un facteur à risque, et un facteur à risque qui est fonction donc, de leur quantité, de leur viabilité et surtout de leur évolution donc, au cours de l'élaboration du vin. Elles sont responsables du caractère phénolé des vins, donc ces odeurs d'écurie, de sueur, de gouache, de notes pharmaceutiques qu'on peut retrouver et qui constituent un défaut à part entière. Et malheureusement, un défaut de plus en plus pointé du doigt, donc que ce soit directement par certains organismes de contrôle avant des mises en marché, ou même voir un défaut pointé du doigt par certains gros acheteurs qui n'hésitent plus à faire dénombrer les micro-organismes, voire faire même doser les phénols volatiles avant de passer leurs achats. Donc c'est une réelle problématique, d'autant plus que les phénols volatiles sont des molécules qui sont relativement stables dans le temps et qu'aucun traitement curatif ne permet à ce jour de les éradiquer. Autant on peut jouer sur le facteur à risque, les Brettanomyces, par des mesures préventives, voire curatives. On peut éventuellement masquer le phénol, mais on ne peut pas l'éliminer totalement du vin. À partir de là, donc, les objectifs sont simples. Tout d'abord, limiter le développement des micro-organismes Brettanomyces afin d'anticiper la production de phénol dans les vins. Alors au niveau mesures préventives, on va passer rapidement. Hein. Il y a tout un tas de mesures préventives qui sont connues pour viser à limiter le développement du risque Brett, notamment donc, assurer une bonne maîtrise des phases fermentaires en essayant de limiter le maximum les temps de latence avant le départ en fermentation alcoolique, voire malolactique. Les conditions d'élevage qui doivent être maîtrisées aussi. Attention donc à tout ce qui est gestion de l'oxygène pendant les phases hivernales pour ne pas dissoudre trop d'oxygène. L'oxygène dissous étant un facteur nutritif pour les Brettanomyces et visant à diminuer l'activité du SO2. Emmanuel a parlé de l'USO2 actif tout à l'heure qui peut être contrôlé donc, par suivi analytique. Puisque seul ce SO2-là a un rôle vraiment antiseptique sur les brettes. Et donc tout un tas de mesures préventives qui sont judicieuses, qui sont indispensables, mais malheureusement qui ne suffisent pas à connaître et à savoir si on a des micro-organismes indésirables dans le vin. Donc à ce jeu-là, seul un suivi microbiologique donc, permet de connaître, de qualifier et quantifier donc, les populations en présence dans le vin. Plusieurs méthodes existent, PCR ou mise en culture entre autres, plusieurs stratégies. Deux stratégies extrêmes et opposées donc, seraient pour une personne relativement anxieuse de suivre tout un suivi donc, au niveau microbiologique, mais dans ces cas-là, ça représente un coût qui est très très élevé et qui ne s'inscrit pas dans une politique d'optimisation des coûts. Ou au contraire, si la personne n'a peur de rien, on n'effectue aucun suivi donc, microbiologique et dans ces cas-là,
c'est la prise de risque qui est maximale. Avec cette problématique-là, quelle stratégie adopter pour avoir un suivi qui soit et adapté, efficace et un minimum rentable? C'est là qu'intervient donc l'outil Breathless, qui est un outil d'aide à la décision pour l'analyse, l'interprétation et la mise en place de mesures correctives. C'est un outil qui a été développé par le service expérimentation de la Chambre d'agriculture de la Gironde, donc notamment par Jean-Christophe. Il est utilisé et mis en pratique sur le terrain par les œnologues des différents œnocentres du Bordelais. Et c'est un outil qui s'intègre et qui est adapté à chaque structure, que ce soit bio, conventionnelle, petite ou grosse structure. Donc le principe, c'est analyser moins, analyser mieux. Comment ? Tout d'abord en ciblant de manière précoce et efficace donc, des lots qui peuvent présenter un risque sérieux donc, au niveau micro-organismes. Ça nous permet d'anticiper, de déterminer, de savoir le moment auquel on lance une analyse sur ces lots à risque. Et enfin, ça nous permet de rester réactifs en mettant en place donc, des mesures correctives quand le programme nous le demande. La maîtrise des risques est ainsi augmentée, et plus vous gagnez en maîtrise, en expertise et en technicité, plus vous pouvez permettre d'optimiser, de rationaliser, voire de réduire donc, vos coûts œnologiques. Alors ça peut être des coûts analytiques, mais surtout les intrants œnologiques utilisés donc, pour des traitements curatifs, et par la même occasion donc réduire les coûts de production, et ce tout en conservant votre objectif produit initial. Donc concrètement, comment se présente l'outil ? C'est un programme informatique donc, qui prend en compte l'antériorité donc, des problèmes liés au phénol et au bret sur les 5 derniers millésimes. Donc vous avez en haut à droite. On note les risques de 1 à 5, donc 1 risque faible, très faible et 5 risques très élevés. On a en haut à gauche, donc en jaune, la notion de seuil de tolérance, donc qui est un seuil de risque limite pour déclencher ou non une analyse. Et à chaque étape de l'élaboration du vin, donc préfermentaire, fermentation alcoolique, malolactique, élevage, entre autres, on va avoir donc une base de données. Donc là, en l'occurrence, on est sur la fiche fermentation alcoolique. Et ensuite, à chaque début d'étape, on va avoir un risque retenu, donc qui a été retenu à l'issue de l'étape précédente. Donc là, 4 exemples. Sur l'exemple 1, la cuve C1, par exemple, un risque retenu avant fermentation alcoolique qui est un risque moyen de l'ordre de 3. Donc on peut penser que les conditions pendant la macération préfermentaire étaient plutôt bien maîtrisées. Et ensuite, on va faire l'inventaire de toutes les pratiques qui vont viser ou à favoriser ou à limiter le risque bret. Donc là, sur la fiche fermentation, on renseigne donc l'ensemencement, les doses d'emploi, les souches, des levains, l'apport d'activateurs, des paramètres analytiques aussi comme l'azote assimilable et le degré probable, une fin de fermentation lente ou pas, des macérations post-fermentaires, la durée avec apport d'oxygène ou pas, donc micro-oxygénation ou pas, des sucres résiduels. Et à l'issue donc de la fermentation alcoolique, on a un nouveau risque donc, qui est estimé. Et là, en l'occurrence, on voit que la fermentation alcoolique a été plutôt bien maîtrisée puisqu'on a réussi à réduire le risque initial de 3 en passant à un risque plutôt faible de l'ordre de 2. Ce risque estimé étant inférieur à notre seuil de tolérance, donc en haut qui est donc d'une valeur 3, le logiciel ne nous demande pas d'effectuer de comptage particulier ou d'analyse. Donc on retient un risque plutôt faible avant l'étape suivante que sera la malolactique. Sur les exemples 2, 3 et 4, en revanche, un risque retenu avant un FA qui est très élevé, avec une valeur de 5. Donc là, on peut penser par contre que dès la macération préfermentaire, on a un risque donc qui est assez accru, une fermentation alcoolique qui reste maîtrisée puisqu'encore une fois on arrive à baisser le risque à l'issue de la fermentation alcoolique, mais de par la valeur élevée au départ, donc on a toujours quand même un risque qui est relativement élevé après fermentation alcoolique. Et là par contre sur les 3 exemples, ce risque étant supérieur à notre seuil de tolérance, le logiciel nous demande donc d'effectuer une analyse. Alors, chose qui est faite sur la cuve C2, on lance un dénombrement et on s'aperçoit que, heureusement pour nous, il n'y a pas de brettes qui ont été dénombrées. Donc ça annule tout risque réel de contamination, d'altération. On redescend donc à un risque 1 quasiment nul avant l'étape suivante qui sera la malo. Sur le 3e exemple, l'analyse donc révèle une population moyenne de l'ordre de 10 puissance 2 cellules par millilitre, et là donc le logiciel nous met un petit voyant orange avec un risque moyen de 3. Donc on est avant malolactique. Si on est capable à ce niveau-là d'enclencher, de jouer sur le départ rapide en fermentation malolactique,
ça peut très bien se passer, même avec une population de l'ordre de 10 puissance 2, dans la mesure où on est capable de gérer une fermentation malolactique rapide. Si toutefois vous faites des malots indigènes et que les malots ont toujours tendance à s'enclencher difficilement chez vous, vigilance, une des premières mesures préventives à ce niveau-là serait éventuellement de faire un petit collage pour assainir un peu le milieu, faire redescendre la population de Brettanomyces afin de ne pas créer trop de concurrence avec les bactéries lactiques derrière. Et enfin, sur le dernier exemple, donc là, une population donc, au moment du dénombrement qui présente un risque sérieux, 10 puissance 3, automatiquement le logiciel nous met un voyant rouge, donc avec un risque très élevé. Et là, il est fortement conseillé, par expérience, de mettre dès lors en place une mesure corrective afin de diminuer cette population. Parce qu'à 10 puissance 3 avant Malo, qui plus est si la population est en plein développement, on risque d'avoir une grosse concurrence qui s'installe donc entre les brettes et les bactéries lactiques. La Malo va difficilement s'enclencher, voire pas du tout, et il est fort à parier que dans les semaines qui vont suivre la fin de fermentation alcoolique, on ait les premières odeurs de phénol qui apparaissent. Donc en conclusion, la présence de Brett, c'est un facteur à risque, mais encore une fois, l'altération et la production de phénol n'est pas systématique. Si sur 20 non sulfités, donc avant Malo, on a des populations inférieures ou égales à 10 puissance 2 cellules par millilitre, et si sur 20 sulfités, on a des populations qui décroît jusqu'au moment, donc à la préparation des vins au conditionnement, on a un risque faible, voire modéré, d'altération. Voilà, ce n'est pas à ces teneurs-là qu'on a des gros risques d'altération, mais par contre, il faut les maîtriser et les limiter à ces teneurs-là. Et pourquoi on effectue donc un suivi raisonné et préventif? Tout simplement, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir, mais il s'avère que la prévention reste toujours moins coûteuse qu'un traitement curatif. Ça vous permet d'avoir une meilleure appréhension et maîtrise des risques. Et surtout, vous préservez donc votre objectif produit initial et évitez bien des déconvenues au moment des contrôles, des dégustations de contrôle et de la commercialisation. Donc dans cette approche-là, l'outil Breathless reste une solution innovante. Je sais que Jean-Christophe, Paul Godard et Louis Fleury à la Chambre sont en train de travailler pour mettre en ligne l'outil et mettre à disposition l'outil aux viticulteurs afin qu'ils saisissent toutes leurs données directement en ligne. Avec un peu de chance, on aura l'application sur tablette ou smartphone peut-être un peu plus tard. C'est une solution qui est efficace et fiable. Voilà, quoi qu'on puisse en penser, on a des retours terrain sérieux et qui sont de plus en plus intéressants. Personnellement, ça fait 2 ans que je commence à travailler avec l'outil. Ça nous permet de gagner en expertise et d'approfondir dans le suivi. Et surtout, ça constitue une base de données qui est très très intéressante et qui peut nous permettre de dégager déjà des pratiques, des itinéraires, voire des traitements un peu tout clés en main, si on a un historique Brett sur une structure ou si on est confronté à un risque Brett. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, c'est fiable, efficace. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.